Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de l'approche ericksonienne, donc du cours de Jeff Zeig à l'Hamilton Ericsson Institute Phoenix, et ce coup-ci ça a été sur le développement stratégique. Alors, première petite chose, là vu que je viens de finir la vidéo, un des éléments que j'ai bien aimé là qu'il a précisé suite à une question d'un des apprenants qui est thérapeute et qui dit bah, depuis que je bosse en ericksonien, je fais de plus en plus de métaphores et j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, mes partenaires ils en ont ras-le-bol. Est-ce que les métaphores c'est forcément bien et est-ce que le fait de cumuler des métaphores c'est bien? C'est plutôt intéressant parce qu'en France, la plupart du temps, dans nos écoles, on a l'habitude d'induire la transe, puis après on fait des métaphores, et puis c'est souvent là où on s'amuse à notre petit freestyle égotique, où on est content de faire nos métaphores imbriquées, d'utiliser des belles ambiguïtés, des beaux mots qui emmènent avec des doubles sens, la langue des oiseaux, etc. Et lui, il dit, bah, en fait, il faut être énormément en contact avec le partenaire, et surtout, ne pas se taper de freestyle. Être tout le temps en écoute de l'autre. Et il expliquait que lui, par exemple, Ericsson lui a permis d'arrêter le tabac. Et il disait, en fait, il me donnait des détails, des détails, des détails. À un moment où il a remarqué que c'était vachement plus clair pour moi et qu'il y avait une adhésion, il a ratifié ça, il s'est arrêté. Et à d'autres moments, sur d'autres problématiques, il a commencé et il disait, bah moi, j'étais pas dedans, je sentais que je partais, mais ça, et il arrêtait et il passait sur complètement autre chose. Et je trouve que ça, c'est hyper pertinent parce que, effectivement, on sait très bien que les explications slash informations slash suggestions, si on est dans le cadre d'une diminution de facteur de jugement et qu'on est en transe, va y avoir un vrai feedback parce que bah, si les personnes arrivent à accrocher dessus, on arrive à induire un ensemble d'éléments, de process, de recadrage qui vont permettre de façon hyper positive à notre partenaire de se référer dessus. Surtout si en plus on fait une métaphore avec des choses du quotidien qui peut revoir, ce qui après nous permet d'avoir des ancrages, etc. Ça c'est plutôt cool. Mais si on voit que ça matche pas, on passe à autre chose. Techniquement parlant, on n'a même pas besoin de faire forcément des métaphores. Euh, je trouve que c'est sympa qu'il le reprécise. Parce que effectivement, nous, parfois, en tout cas moi dans les écoles que j'ai faites, et bien sûr, certainement vos profs dans vos écoles vous ont dit d'éviter d'être dans l'excès. Mais je trouve que c'est cool que Zeg, qui est quand même le patron actuel à ce niveau-là, ils disent non, non, détends-toi, adapte-toi, vois. Toujours la même chose. Continue à t'adapter au feedback de ton partenaire. Aujourd'hui, donc, les développements stratégiques, il nous a proposé, en fait, un, un travail sur les tâches en psychothérapie. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il dit bien task in psychothérapie. Hein. Il dit pas en hypnose ericksonienne. Et il revient toujours sur la même chose. L'hypnose n'est pas une fin en soi. L'hypnose est une forme de communication. L'hypnose permet d'induire des choses, d'altérer et de développer certains éléments. Mais ça reste qu'un élément de l'accompagnement psychothérapeutique. Et ça, je trouve que c'est toujours hyper intéressant de le garder en tête. Là, on parle quand même de Jeff Zeig, qui est quand même le mec à qui aujourd'hui appartient l'Hamilton Ericsson Institute de Phoenix, donc le headquarter de l'hypnose ericksonienne. C'est assez génial de l'entendre. Et moi, là, j'adore ce type de discours-là, hyper cohérent et qui vient complètement à l'idée de se dire, bah, les gars, vous faites de l'hypnose ericksonienne, c'est trop de la balle. Maintenant, ne pensez pas que comme ça et voyez ça plutôt comme un process. Et c'est assez différent de ce qui est proposé en hypnose hellmanienne, hypnose directe, hypnose capasienne, où la vision est différente. L'ericksonien a cette force-là d'adaptabilité qu'il n'y a pas forcément d'autres types d'hypnose. Et malheureusement, c'est utilisé de façon très traditionnelle à la place d'être exploité potentiellement autrement. En tout cas, dans les séances dites classiques hein, qu'on a l'habitude de voir en hypnose ericksonienne. Donc, prescription de tâches, hein, je vous rappelle, ça a été énormément bossé avec GLA, qui avait développé donc tout ce qui est la thérapie brève avec Mimil. Et il dit, n'hésitez pas à utiliser bon, en gros, les suggestions et les cadeaux imbriqués, les gift wrapping. Alors, pour lui,
il est utile d'avoir 3 étapes, créer un mapping des objectifs, définir des sous-objectifs et après reséquencer. En gros, on n'est que dans le séquençage. Euh, il dit pour les buts, donc là on est sur des tâches. Hein. Il est souvent sur la notion d'activer. Donc soyez direct et congruent. Faites faire des devoirs, de l'exercice, de la marche, faire le jardin, activité sociale, acte de service, attention à soi-même, bibliothérapie, écrire, photo, album, vacances, groupe de support, etc., etc. Après, bon là on est dans l'hyper classique, hein, et il a un petit tableau qui est sympa, il dit, donc on a une vision qui est directe et congruente, qui va dans le sens de ce qui a été fait pendant la session, et on peut l'avoir en devoir, donc faire des exercices qui ont été vus pendant la session et qui ont un rapport direct, des relaxations, des notions pour se sentir plus ouvert, de la psychoéducation, des listes, de l'histoire sociale, de la bibliothérapie également, des tâches qui ramènent genre auto-hypnose, etc., journal, etc. Sinon, si ça, il voit qu'il n'y a pas trop de feedback, il va utiliser, toujours dans direct congruent, en devoir, la miracle question, genre et si, fais comme si en gros, si on le reprend en version plus classique, fais comme si demain tu te sentais mieux, que tu étais plus dépressif ou mal, qu'est-ce que tu ferais? Et lui demande d'écrire, de penser et de méditer dessus. Et là, le plus drôle, et moi je trouve vraiment le plus intéressant, les tâches à faire, mais qui sont incongruentes. Alors ça, on en a tous entendu parler avec Mimile et avec pas mal de gros surdoués de l'accompagnement. Là, je suis en train de penser à Nardone qui faisait faire des trucs de ouf. Euh, c'est assez génial. Hein. Moi, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'il faut oser les proposer. Et lui, c'est ce qu'il appelle des tâches incongruentes. C'est-à-dire que ça va pas dans le sens de ce qui a été fait directement pendant les sessions. Donc, il parle d'intention paradoxale, type aller aller à faire l'inverse de ce que tu lui demandes d'habitude, type quelqu'un qui va pas bien, qui dit j'ai pas de motivation, je procrastine. Ok, bah là je veux que pendant 60 minutes tu mettes un timer et tu procrastines pendant 60 minutes tous les matins chez toi entre telle heure et telle heure. Et aller sur plein de paradoxes de ce type-là. Et après il y aura un feedback. L'idée, toujours dans toutes ces notions qui vont être des tâches incongruentes, c'est de recadrer la perception des choses et ne plus les subir, mais devenir à ce moment-là un petit peu acteur, co-créateur de ce que tu as l'impression de ne plus être depuis un paquet de temps et de subir ton mal-être, ton malaise, ta peur, ton stress, ta phobie, etc. etc. Donc après, il définit sur plusieurs éléments. Il dit que donc il y a tout un travail sur les symptômes et les prescriptions qu'on peut faire sur les symptômes, la focalisation, euh, le processus dramatique, motiver, travailler sur les contextes, utiliser l'ironie dessus. En gros, il va être, il a des steps pour faire certaines tâches. On y reviendra pas, non, j'y reviendrai pas, mais en tout cas, il a mis des petites étapes. Euh, il travaille sur les fonctions ambiguës, type tu leur fais faire quelque chose euh, qui n'a aucun sens. Type, vu que tu es phobique de la foule, tous les soirs tu vas boire 3 fois un verre d'eau et le troisième tu mets un glaçon dedans. Voilà. Et tu lui demandes en restant concentré sur ta phobie, hein, bien sûr. Donc après, tu vas avoir tout ce qui est le travail en symbolique. Et il donnait à un moment une histoire d'Erickson où il fait une thérapie de couple avec 2 personnes et il leur fait faire au travers de leur symbolique comprendre que les gars, ils sont plus faits pour être ensemble au bout de la 3e session et de prescription de tâches qu'il leur a fait faire, type faire aller dans le désert et puis escalader d'un côté et de l'autre côté aller dans un jardin dans Phoenix et y aller ensemble. Ils voyaient les feedbacks à chaque fois, ils faisaient changer le sujet. La première fois, c'était le mec qui allait grimper dans le désert. Et ben la deuxième fois, c'est la femme qui va grimper dans le désert et les feedbacks à chaque fois. Et une fois qu'ils ont vu que les gars, ils étaient plus du tout sur la même longueur d'onde, qu'ils étaient pas sur les mêmes logiques, pas sur les mêmes métaphores, pas sur les mêmes sensations et autres, ils ont divorcé immédiatement.
Les rituels, alors là c'est assez classique, hein. Vous vous faites faire des rituels qui là encore peuvent être complètement incongruents par rapport à la problématique, et notamment comme je vous disais tout à l'heure, hein, on peut l'avoir sur l'intention paradoxale d'aller faire quelque chose qui est un petit peu étrange. D'ailleurs, il y a tous les rituels absurdes où on peut dire à quelqu'un, bon bah tu vas prendre un crackers, tu vas dans un parc tous les dimanches matins, tu casses le crackers, et une fois que tu as cassé le crackers, tu le mets dans ta chaussette, puis tu vas faire 2 fois le tour du lac, puis tu reviens, tu arrêtes, tu vides ta chaussette, tu prends une autre paire de chaussettes, et puis après tu sais que tu commences à être mieux. Qu'importe l'idée, bon après, il y a des notions plus ou moins directes. Tu peux également faire les mêmes choses, potentiellement en session, en termes de tâches, hein. Il parle de tâches symboliques pendant la session, de gestes, etc., etc. L'idée pour lui, c'est donc de créer des tâches, non pas pour se foutre de la personne, non pas pour lui faire faire n'importe quoi, mais toujours pour avoir en tête une idée où la répétition va soit comme en TCC amener petit à petit à accepter je sais pas, on prend classiquement un agoraphobe 2 minutes dehors, euh, et parfois juste par exemple la personne a peur de sortir, je prends un exemple euh, classique, a peur de sortir à agoraphobe, et tu lui dis bah je comprends que t'aies peur, la tâche que t'as à faire c'est tu te mets en tenue Mickey, va t'acheter un t-shirt Mickey, etc., etc., avec un ballon comme un enfant de 5 ans, et tu te mets du gel dans les cheveux et tu sors. Et le gars va tellement se prendre la tête en amont pour sortir, non pas parce qu'il a peur de sortir, mais parce qu'il a peur d'être dans cette tenue-là, que tu es en train déjà de recadrer, même s'il le fait pas, hein, la notion n'est pas forcément qu'il le fasse, mais qui est déjà cette notion première d'y penser et de se plonger dedans. Bah, et on est en train de recadrer sur le fait que sortir n'est pas réellement un problème. Par contre, sortir en Mickey, c'est peut-être un peu plus problématique. Et d'ailleurs, c'est même plus sortir en Mickey, c'est l'image de soi en Mickey. Et on commence dès lors à créer un mouvement dans le pathos. Donc, il y a des tâches qui seront faites et qui seront en général assez facilement. Et là, on peut imaginer, hein, donner des tâches qui sont assez simples au départ et puis step by step donner des trucs un peu plus compliqués. Mais par exemple, sur une semaine, donner 3 tâches, une super simple, une moyenne et une où on est sûr qu'il y aura une résistance, et voire même ça sera pas du tout fait. Mais ça associe à des éléments qu'on souhaite permettre et ouvrir dans la psyché du partenaire. Euh, décider comment sera la façon dont ça va être créé. Donc c'est là où c'est intéressant de séquencer pour aider. Et il y a toujours une idée de personnaliser les techniques pour que la personne elle puisse être mal à l'aise si c'est un peu l'idée, mais pas mal à l'aise sur sa problématique de fond. Par exemple, tu vas pas faire un dépressif, euh, une espèce d'injonction à dire bah sois dépressif. Non. Par contre, tu pourras lui dire ennuie-toi ou pense au vide. On va pas toucher la dépression directement, on va toucher certaines facettes, et on va dire bah pendant 30 minutes, tu dis que la vie est pourrie, qu'il n'y a plus de mouvement, nickel, tu vas dans la plus petite pièce de chez toi ou dans tes toilettes, tu éteins la lumière, tu prends rien, et pendant 1 heure et quart, tu restes dans cette notion-là de ne penser qu'à l'obscurité ou au vide. Et tu me diras ce qui s'est passé. Et tu fais ça tous les jours. Et si la personne, à un moment, elle s'est barrée avant 1 heure, ça devient intéressant. Il y a plein d'éléments. Et si elle dit mais j'ai pensé à autre chose et pas Covid, bah il y a encore plein de choses qui se passent. Et c'est sur ça que nous, après, en tant que praticien, on va rebondir. Et ça, c'est vraiment cool. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Euh, quand une personne n'a pas fait ce que vous avez proposé, acceptez-le et voyez ce que ça signifie et créez un plan pour petit à petit qu'il puisse peut-être trouver ou donner une alternative qui est intéressante. Voilà. Donc, moi, je trouve vraiment ce principe de tâche intéressant. Là, il a donné, comme il disait, des choses qu'il a observées chez certains thérapeutes, leur manière de faire, des choses qu'il n'utilise pas forcément lui. Erickson avait sa manière de faire, Allais avait sa manière de faire, Gilligan a sa manière de faire. Là, on a pas mal de gars, Frankel, on a un paquet de gars
qui sont des mecs reconnus, Allais, Kinney, Gilligan, Erickson, Langton. Langton, je crois qu'on va l'avoir bientôt en cours. Donc c'est plutôt sympa. Pensez, pour faire simple, en gros, quand vous avez vos partenaires, n'hésitez pas à faire des prescriptions de tâches qui sont congruentes, des devoirs à la maison. Et parfois, si vous voyez que ça avance pas, parce que c'est ça l'idée, hein, c'est faites d'abord du congruent et si vous voyez que ça fonctionne pas, commencez à faire des trucs un peu moins congruents pour la personne, mais qui va recadrer, ouvrir le cadre ou au contraire, donc shrink up ou shrink down, euh, pour emmener vers une possible perception des choses qui va créer un mouvement potentiel et une recherche de ressources. Notre idée à nous, c'est de chercher des ressources. À un moment, il a dit un truc que je trouvais très pertinent aussi. L'hypnose ne guérit pas les gens. L'hypnose permet de trouver des ressources, puis des plans, des stratégies, etc., etc. Ça ne guérit pas. Par contre, avec les ressources, bah, ça va créer énormément de choses et énormément de potentiel. Voilà, si vous avez des questions à remarquer, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.